Bonsoir. Face au changement climatique, l'anticipation et la résilience se révèlent être la solution pour s'adapter au phénomène. Et la météorologie permet toute anticipation à la faveur du forum de haut niveau pour annoncer les résultats des prévisions saisonnières, des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la grande saison des pluies dans les pays du Golfe de Guinée. Alors nous avons essayé ou nous allons essayer de découvrir la météo dans tous ses états. Et pour nous en parler, justement, nous sommes sur ce plateau avec rien que des météorologues. On a d'abord Dr Latifou Issao. Il est le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation météorologique mondiale. Dr Issao, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir les téléspectateurs et téléspectatrices de la TVT et également bonsoir les panélistes. Merci DG et heureuse de vous retrouver une fois encore sur le plateau de la TVT. Merci beaucoup. Et nous avons également des invités qui nous viennent de loin sur ce plateau. Nous avons Dr Abdou Ali. Il représente le directeur général du centre Agrimet, chef du département climat, eau, météorologie, expert hydroclimatologue principal. Docteur Ali, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Et je rappelle que vous nous arrivez du Niger. Oui, je viens du Niger. Agrimet a D'accord. son siège au Niger. Au Niger. Voilà, donc c'est un plaisir de passer cette émission avec vous. Merci beaucoup, docteur Ali. Nous avons également peut-être un autre ressortissant du Niger sur ce plateau, toujours météorologue également. Il s'agit du docteur Ousmane Ndiaye. Il est le directeur général du Centre africain des applications météorologiques au développement ACMED, toujours au Niger. Docteur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Rita, et vraiment c'est un honneur d'être ici dans l'émission et nous espérons que les téléspectateurs vont comprendre mieux les prévisions saisonnières. Merci beaucoup. Et puis le dernier invité sur ce plateau, lui, nous arrive de très loin, de Genève. Il s'agit de Dr Wilfran Moufouma Okia. Il est le représentant de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, chef de la division des services de prédiction climatique. Docteur Okia, bonsoir. Bonsoir Anita. Tout d'abord, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous. Et j'espère qu'avec mes collègues sur le studio, on va essayer de porter un peu plus de précision sur les questions de météorologie et de climat. Merci beaucoup, chers invités, d'être sur ce plateau. Alors, docteur Issaou, nous allons commencer avec vous. C'est vrai que on va dire que c'est devenu une routine. À chaque émission, il faudrait quand même planter le décor, permettre aux téléspectateurs de mieux cerner ce que nous allons dire durant l'émission. Alors, dites-nous, quelle est l'importance des prévisions météorologiques? Merci beaucoup. Comme les uns les autres l'ont dit, dans le contexte actuel des changements climatiques, il est vraiment important en matière d'adaptation, de pouvoir essayer de produire les informations et accompagner les utilisateurs. Donc, d'autant plus que s'il n'y a pas une information qui va orienter les utilisateurs, ils vont toujours faire leurs activités qui ne vont pas être rentables. Donc, depuis un moment, le centre agrimatique que je salue ici et le centre ACMAD accompagne les pays de l'Afrique de l'Ouest pour l'élaboration et la diffusion des informations météorologiques pour pouvoir permettre aux utilisateurs de pouvoir faire leurs activités d'une manière aisée et d'atteindre des résultats beaucoup plus probants. Donc, c'est ce que nous avions accueilli au niveau de notre pays, le Togo s'honore vraiment d'accueillir cette prévision-là et ça a commencé depuis le lundi passé. Donc, lundi passé, les experts de la sous-région qui partagent le golfe de Guinée se sont retrouvés et ils ont commencé par analyser les données, travailler, faire des traitements et jusqu'à pouvoir faire sortir des résultats qui nous sont présentés aujourd'hui en grand forum de haut niveau que nous saluons par le déplacement des experts, le déplacement des autorités et surtout les décideurs. Voilà ce qui sous-tend l'activité de ce matin.
D'accord. Alors, peut-être, docteur Ali, peut-être on va dire, parce qu'il n'y a que des experts en météorologie sur ce plateau, alors on va y aller en français facile pour les téléspectateurs. Docteur Ali, dites-nous, pour le commun des mortels, quand on dit prévision météorologique, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Merci beaucoup pour cette question qui permet effectivement de clarifier cette notion de prévision météorologique. Et, bon, la prévision, c'est clair qu'on essaie d'anticiper des informations sur le futur. Maintenant, prévision météorologique, simplement, ça veut dire la prévision des précipitations, la prévision des températures, la prévision des vents forts ou des vents faibles, la prévision de la poussière, donc tout ce qui relève des paramètres météo. Le fait d'être capable de donner des informations en avance, hein, et c'est ce qu'on appelle la prévision météo. C'est aussi une question, nous on l'appelle cela échelle. On peut donner la prévision sur 3 jours, une semaine. Une semaine? On peut également donner la prévision sur un mois. On peut donner la prévision sur toute la saison. Voilà. Donc, c'est ça, de manière simple, quand les experts parlent de prévision météo, c'est cela qui est vraiment dans les termes prévision météo. D'accord. Merci beaucoup. Alors, docteur Ndiaye, bon, on comprend qu'on permet d'anticiper, oui, mais dites-nous, qui bénéficie de cette prévision-là? Qui bénéficie des prévisions? Presque tout le monde en Afrique. Dans nos zones, vous voyez que tout ce qui est économie est lié un peu à la variabilité du climat. Notre agriculture est pluviale. Les paysans attendent qu'il pleuve avant de semer. Quand ils sèment, quand il y a une pause pluviométrique, il y a des problèmes. Au moment de récolter, ils veulent avoir des conditions favorables pour récolter. Ne parlons pas des maladies qui attaquent les cultures. Quand on regarde l'hydrologie, n'est-ce pas, la majeure partie de nos barrages, la majeure partie de nos fleuves sont remplis par le ruissellement. Donc, ils veulent avoir beaucoup de pluie. Combien? Beaucoup de maladies sont liées à la pluie. Le malaria, paludisme en est un, lié à la pluie. Il y a d'autres maladies aussi. Il y a des maladies cardiovasculaires, etc. La manière dont notre ville maintenant ça se déroule sur le plan de notre ville urbain, que ce soit des îlots de chaleur, n'est-ce pas, quand il fait très chaud, les gens sentent avec les vagues de chaleur. Ensuite, aujourd'hui, avec les inondations, quand il y a des inondations, il y a partout des problèmes, etc. Donc, tout ça fait que la prévision ou le climat dicte un peu notre manière de vivre. C'est pour cela qu'il serait bien d'anticiper parce qu'on doit prendre des mesures. Donc, tous ces gens-là qui dépendent un peu du climat doivent prendre des mesures. Que ce soit les décideurs du niveau étatique, que ce soit le paysan qui est là, il doit prendre des mesures. Qu'est-ce que je dois faire demain, etc. Même nous-mêmes, quand on sort, on regarde les bulletins de la télé, j'espère, avant de sortir, pour voir un peu ce qui va se faire. Donc, tous ces gens-là sont vraiment bénéficiaires. Ce que je dis, la météo par rapport à nous, c'est ce que représente l'eau par rapport au poisson. L'eau ne peut pas vivre sans le poisson. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Aujourd'hui, nous, on vit dans l'atmosphère, donc on a besoin de la météo. Donc, tout le monde a bénéficié pour répondre à votre question. D'accord. Merci beaucoup, docteur Ndiaye. Alors, docteur Okia, disons que nous organisons cette émission dans le cadre ou bien à la faveur justement de cette rencontre de haut niveau qui vous réunit depuis lundi à Lomé. Alors déjà, dites-nous, quel est l'objectif de cette rencontre-là? Alors, Madame Anita, merci pour la question. Tout d'abord, il faudrait savoir que la rencontre qui a eu lieu à Lomé cette semaine, ben, c'est aussi tout d'abord un effort des autorités du pays pour essayer de sauver des vies et peut-être de aussi faciliter l'aide à la décision politique quand elle est liée aux aléas climatiques. Et l'intérêt de la réunion, c'est que la réunion a mis en concert, d'une part, les fournisseurs de l'information climatique, donc les services météo, parfois même les services hydrologiques. Et puis d'un autre côté, nous avons les responsables des secteurs qui sont potentiellement affectés. Donc on peut citer l'eau, on peut citer les risques de catastrophes, on peut citer l'énergie et j'en passe. Et l'idée, c'est de faire en sorte que l'information produite par les services météo, les experts, soit utile pour les secteurs. Or, au cours du forum, il y a une phase où il y a d'un côté la production de l'information à l'aide d'outils avancés, hein, de techniques scientifiques, d'innovation, et d'un autre côté, il y a un effort de ce qu'on appelle la coproduction. Vous avez la perspective des secteurs qui est combinée à l'information pour essayer d'avoir un détail de l'impact de l'information climatique de la saison prochaine sur les secteurs.
D'accord. Alors, docteur Issao, c'est vrai que depuis lundi, vous êtes réunis et que à l'issue de la rencontre, justement, les résultats ont été présentés. Une de nos équipes de reportage était également au niveau de l'hôtel de février et a suivi la restitution de ces résultats. Nous suivons le reportage avec Nathalie Panegui et nous revenons sur ce plateau. Après 4 jours de travaux, les experts météorologues au Forum régional de prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques sont parvenus à des résultats des prévisions saisonnières de 2026 dans les 5 pays du Golfe de Guinée, à savoir le Togo, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Résultats présentés ici en présence de tous les acteurs du secteur météorologique des 5 pays. En termes de démarrage de la saison, il est attendu un démarrage précoce, également donc des fins de saison qui seront moyennes à précoces. Aussi pendant la première moitié donc de la saison, il est aussi attendu des séquences sèches courtes à tendance moyenne, mais également vers la fin de la saison, ces séquences sèches-là pourront être moyennes à tendance longue sur l'ensemble donc des pays. Et aussi sur les bassins côtiers, les écoulements attendus pourront être moyens à excédentaires sur l'ensemble donc des bassins. Donc à l'exception donc de 2 bassins, le bassin de l'Agnébi en Côte d'Ivoire et le delta inférieur du Niger. Sur la base de ces résultats, les experts conseillent aux agriculteurs de préparer les champs à temps, d'utiliser les semences adaptées aux différentes saisons dans leurs pays respectifs et de leur apporter un traitement phytosanitaire. À l'instar des autres pays, le Togo reconnaît l'utilité de ces données. Dans le contexte actuel où les variations climatiques croissantes déterminent le rythme des saisons, conditionnent les activités agricoles, affectent la disponibilité des ressources en eau et influencent la santé et le bien-être des populations, les prévisions saisonnières constituent aujourd'hui un outil stratégique d'aide à la prise de décision. Elles permettent d'anticiper, de planifier et d'agir avec responsabilité pour une bonne sécurité alimentaire, une gestion durable des ressources en eau et une protection des populations face aux risques climatiques. Au Togo, les informations climatiques s'inscrivent pleinement dans la mise en œuvre de notre politique agricole et de développement rural qui fait de la transformation agricole un levier majeur de croissance inclusive et de création d'emplois. Selon le directeur général de l'Agence nationale de météorologie du Togo, ces résultats devraient être validés dans chaque pays en tenant compte de ces réalités. Une conférence de presse a permis aux journalistes d'être éclairés davantage sur le sujet pour mieux relayer ces informations auprès des populations. Voilà donc pour les résultats de cette rencontre. Mais docteur Issao, peut-être on a suivi le reportage, oui. Bon, le reportage, il y a un temps qui lui est donné. Nous avons cette émission pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre ce qui a été fait. Alors, quelles sont ces prévisions-là? À quoi doit-on s'attendre maintenant pour la grande saison des pluies? Merci Anita. Donc, les prévisions qui sont données aujourd'hui, surtout les résultats, ont concerné beaucoup plus l'ensemble de la sous-région ouest africaine qui ont en partage le golfe de Guinée. Donc, d'une manière générale, ces résultats ont été présentés, discutés, et puis après, hier, ils avaient essayé avec les coproducteurs, les utilisateurs, essayer de pouvoir peaufiner ces résultats qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, c'est là, vous dire que ces résultats sont d'une manière globale. Et avec cela, nous allons, au niveau de notre pays, le Togo, nous allons essayer de faire la descente des échelles pour pouvoir euh, adapter ces résultats à la réalité locale. Donc, ce n'est pas qu'il y a, un déphasage par rapport aux résultats globaux obtenus aujourd'hui par rapport à ce que nous allons pouvoir faire au niveau national. Donc, je pense que Dr Ali, ici présent, va pouvoir nous permettre de pouvoir nous donner, voilà, sur le plan sous-régional, quels sont les résultats vraiment globaux qui ont été donnés. D'accord. Alors, docteur Ali, docteur Issa vous a déjà passé la parole. Alors, en détail, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, merci beaucoup. Concernant les prévisions actuellement en cours, comme ils l'ont dit, il s'agit du forum régional. Donc, ça va au-delà
du seul pays, le Du Togo. Togo. Ça couvre l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, c'est-à-dire ça va du Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est les 5 pays qui sont vraiment dans la zone côtière. Et comme le climat ne connaît pas ses frontières, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, à ce qu'on se mette ensemble pour avoir les informations, pour consolider les informations qui viennent d'un pays à un autre, harmoniser nos méthodes de faire et puis consolider l'information au niveau régional. Donc, c'est ce qui vient d'être fait. Et ce qu'on observe à cette échelle régionale-là, on voit que globalement, pour disons, la grande saison de pluie, parce que cette zone-là a une particularité, c'est qu'elle a 2 saisons de pluie en fait. Oui. Il y a ce qu'on appelle la première saison de pluie, qui est la plus grande, et puis la seconde saison de pluie. Ce que nous venons de faire concerne la première saison de pluie. Et docteur Alice, qui va de quand à peu près? Bon, globalement, ça va de mars jusqu'à, disons, mai. Mais des fois, ça peut aller jusqu'à juin. Mais globalement, ça s'étend. La durée varie légèrement, mais globalement, on peut s'attendre à cette étendue-là. D'accord. Donc, on s'attend globalement à ce que pour la saison à venir, il faut aussi préciser que les prévisions portent sur d'abord globalement les cumuls de précipitations. OK. Quand on dit cumul de précipitations, c'est-à-dire globalement en termes de quantité de pluie, pas dans le détail, pas dans la distribution, mais de en termes de quantité globale, est-ce qu'on sera moins ou plus par rapport aux quantités qu'on a l'habitude d'avoir? Voilà. Et ça, c'est très important pour donner des indications aux différents acteurs qui travaillent dans des secteurs climato-sensibles. On travaille également sur la prévision des dates de démarrage des saisons, parce que ça, c'est également très, très important. Si la saison démarre très, très tardivement par rapport aux dates habituelles, ou bien si elle démarre de manière précoce, très tôt, ça a des implications très, très fortes sur les activités des acteurs. Et d'autres aspects de la prévision portent sur les séquences chasse, parce que même quand la saison démarre, des paramètres très importants, ce sont les pauses pluviométriques durant la saison de pluie. Des fois, la saison peut bien démarrer avec des pauses longues, tout s'écoule. Et puis aussi à la fin, la saison peut démarrer très bien, et puis la fin vient précipitamment, et là, ça fait échouer. Donc, la prévision qu'on vient de faire porte sur tous ces paramètres-là. Et globalement, on voit que pour la zone, vraiment la zone côtière, dans la première partie, ce sont des tendances, des quantités globales de précipitations globalement moyennes qui sont attendues. Mais on voit également que dans la première partie de cette saison-là, les quantités peuvent être plus importantes que dans la seconde partie. Ça aussi, c'est une information globale qui est importante à noter. Concernant le démarrage de la saison, globalement, on voit que le démarrage attendu serait normal à précoce. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que, de manière très étendue, le démarrage soit tardif. Donc, il y a également des séquences normales, des pluviométriques qui sont attendues à l'intérieur des saisons de pluie, et puis une fin de saison aussi normale par rapport aux dates habituellement connues. Donc, voilà les grandes tendances à l'échelle régionale. Cela n'explique pas, comme le DG vient de le dire, qu'on travaille à prendre en compte les spécificités nationales pour avoir plus de détails et faire de la déchante d'échelle. OK, d'accord. Oui, docteur, vous voulez ajouter quelque chose? Ajouter, voilà, il y a un volet, les écoulements. Voilà. Donc, les experts ont pu également travailler sur la tendance qui est attendue pour cette période de prévision, donc pour l'ensemble des pays côtiers. Donc, sur ces bassins, l'écoulement, les experts ont pu montrer que voilà, les écoulements seront normaux au niveau de certains pays, et d'autres pays,
on aura dans certaines localités ou bien dans certains bassins un écoulement excédentaire. Voilà les résultats qui sont sortis par rapport à ce forum-là. D'accord. Alors, docteur Okia, cela veut dire que, bon, quand on prend les pays du Golfe de Guinée, ça veut dire que, disons que la grande saison des pluies va commencer enfin, au même moment dans tous ces pays-là, c'est ça? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. C'est-à-dire que la saison des pluies, le démarrage dépend des localités. D'accord? Ok. On affiche la tendance, mais je voulais juste attirer l'attention sur un élément. Dire que la saison de pluie commence de manière précoce ou normale n'insinue rien sur les événements extrêmes qui peuvent intervenir. Autrement dit, on peut avoir une saison qui commence normalement, et Mhm. puis au cours de cette saison, vous avez deux, trois événements extrêmes qui changent tout. D'accord? Et c'est quoi les événements extrêmes? Par exemple, une grosse pluie qui arrive. Or, donc, le cumul qu'on présente par rapport aux prévisions, on dit que, par exemple, que sur la saison, le cumul sera dans la moyenne, par exemple, Ok. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des inondations. Mhm. Donc ça, c'est pour ça que les services météo et puis l'Agrimet vont continuer à suivre l'évolution et mettre à jour leurs prévisions. D'accord. Maintenant, docteur Ndiaye, les prévisions sont là. C'est une rencontre sous-régionale. Maintenant, chaque pays, quel est le travail que chaque pays fera concrètement après? Oui, parce que comme il a dit Dr Abdou Ali, donc ce qu'on aimerait, c'est influencer la décision. On veut que les gens puissent sauvegarder leur personne et les biens. Oui. C'est ça qui est important. C'est pour cela d'ailleurs, dans la rencontre, il y avait les bénéficiaires, les secteurs étaient là. Donc, il est important maintenant qu'on passe à la prise de décision. Et la prise de décision se fait au niveau local. C'est le petit fermier là qui est dans un village là qui va prendre sa décision. Donc, les tendances globales sont importantes, mais lui, ce qu'il va savoir, qu'est-ce que j'ai fait. C'est pour cela que les services météorologiques sont importants nationaux. Et je pense que peut-être le directeur va y revenir. Ils vont faire maintenant la prévision au niveau du Togo. Il dit voilà, grosso modo, nous, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, on a à peu près les mêmes tendances. Quand il fait des inondations là-bas, on les attend ici, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Les empreintes ne sont pas les mêmes, les gels ne sont pas les mêmes. Les gens qui sont dans un bassin versant, qui sont dans les bas-fonds, d'autres qui sont là-bas dans la forêt, ils n'auront pas les mêmes choses. Donc, ces spécificités-là, ça, c'est la météo nationale qui peut les déterminer. C'est pour cela, eux, je pense qu'il va venir sur ça. Ils vont maintenant se rencontrer et prendre cette prévision-là et l'interpréter avec le contexte. Et ce qu'on attend d'eux. Mais ils ont des données, c'est eux les experts nationaux, c'est eux qui ont des gens qui sont depuis des années et des années en train de regarder la pluie. Ils savent ce qu'ils attendent. Donc, ils doivent faire maintenant cette adéquation-là. Regarde une prévision qui a été faite par les grands centres. Tous les grands scientifiques sont réunis. Oui. Maintenant, c'est au Togo de prendre le ballon au rebond, si je peux dire ainsi. Et maintenant, de nous dire exactement pour le Togolais lambda qui est dans la ville, qui doit faire ses affaires, est-ce qu'ils attendent des inondations? Les gens qui ont des barrages à gérer, qu'est-ce qu'ils les attendent, n'est-ce pas? Le paysan qui doit planter une certaine, n'est-ce pas, variété, qu'est-ce qu'il doit attendre? C'est ça la prochaine étape. Et c'est importante parce que c'est là où vient la décision. D'accord. Docteur Issao, alors justement, au niveau du Togo, quelle est la suite? Quel travail va être fait? Bon, merci beaucoup. Donc, comme on vient de le dire, au niveau de tous les résultats globaux qui sont sortis au niveau du forum, donc chaque pays retourné chez lui doit essayer de pouvoir travailler en ce sens pour pouvoir permettre à ce que, au niveau des différentes populations, elles puissent avoir vraiment des informations pratiques sur le terrain par rapport aux différentes activités. Donc, au niveau de notre pays, le Togo, la semaine prochaine, on a déjà programmé toutes les activités. Donc, le mardi prochain, nous aurons ce que nous appelons la validation au niveau national. Et chaque année, nous le faisons. Nous essayons de rassembler toutes les structures techniques du pays pour pouvoir essayer de faire la coproduction, la co-validation et donner des avis et conseils qui vont permettre à ce que les agriculteurs puissent utiliser l'information d'une manière idoine. Donc, c'est attendu le mardi prochain, l'ensemble de ces services techniques-là qui vont se retrouver à notre direction générale pour le travail. Le jeudi, nous avions envisagé un point de presse pour pouvoir permettre à ce que nous puissions faire la diffusion auprès des organes de médias pour pouvoir leur permettre de servir de relais. Donc, c'est cela que nous faisons et après,
nous allons pouvoir commencer à travers l'appui que nous avions. C'est l'occasion de saluer les efforts du gouvernement ici pour pouvoir essayer d'aller au plus fond, au plus fond de certaines de nos localités Mhm. pour pouvoir faire les émissions radio, pour pouvoir faire les ateliers de diffusion, pour pouvoir rencontrer les coopératives des agriculteurs, des éleveurs, pour pouvoir essayer vraiment de faire cette large diffusion pour que l'information soit d'une manière complète utilisée sur le terrain. D'accord. Alors, docteur Okia, disons que peut-être l'un des objectifs justement d'une telle démarche, de présenter les prévisions, c'est de susciter des actions anticipatoires, on va dire. Alors, est-ce que à votre niveau, au niveau de la météorologie quand même, vous avez, on va pas dire des actions standards quand même, mais vous essayez de donner des pistes quand même aux décideurs sur des actions anticipatoires à mener. Merci beaucoup pour cette question très importante. Alors donc, pour dire de manière très simple, ce que l'Organisation météorologique mondiale fait surtout, c'est que l'Organisation météorologique mondiale, ce sont tous les pays de la planète qui collectivement s'organisent, comme il a été mentionné il y a pas si longtemps, que le temps et le climat n'ont pas de frontières. Mm. Donc, il faudrait que l'information soit collectée sur toute la planète. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de coordonner les efforts de toutes les nations de la planète, alors les 193 pays des Nations Unies. Et puis, en termes de conseils, si vous voulez, Oui. les États sont autonomes. Mais ce qu'on espère, c'est que on espère que l'information climatique peut devenir une intelligence climatique qui servirait à la décision. En gros, on n'émet pas des conseils, mais il y a des guides pour essayer d'acheminer l'information de l'observation jusqu'à la prévision, de l'observation jusqu'aux décideurs. Et puis, on travaille avec les États membres pour essayer d'harmoniser ces méthodes et ces approches. Il faut aussi noter que souvent, le cheminement de l'information climatique est dépendant d'une région, d'un pays, parce qu'il y a le contexte national qu'il faut prendre en compte. Oui. Donc, on essaie de prendre en compte tous ces éléments et essayer d'avoir une espèce de consensus. Mais l'important pour nous, c'est de s'assurer que nos décideurs politiques, à travers le monde, disposent de la meilleure science, de la meilleure observation et, in fine, de la meilleure information climatique pour prendre ou pour aider à prendre une décision. D'accord. Alors, docteur Ndiaye, nous parlons de prévision météo, nous parlons des actions anticipatoires, mais je ne sais pas si au niveau du Niger, vous avez, bon, entre griffes, les mêmes soucis, parce que très souvent, peut-être au Togo, on a tendance à dire que les prévisions météo, des fois, elles ne sont jamais justes. On peut nous dire, il va pleuvoir, il ne pleut pas. On dit, il n'y aura pas soleil, il y a soleil et tout. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent lorsqu'il faut enfin, établir des prévisions météorologiques? Oui, la prévision météorologique, c'est toute une science, et une science est basée sur des réalités, sur des faits. On ne fait pas de science divinatoire. Ce qu'on prend, on prend des données observées réelles pour pouvoir tourner les modèles météorologiques qui sont les plus puissants au monde. Ouais. Aujourd'hui, les services météorologiques utilisent les ordinateurs les plus avancés dans le monde, les sciences les plus avancées. Mais il faut des données. On ne peut pas faire seulement avec le meilleur modèle. Je donne un exemple. Tu prends, quand on parle du Sahel, tu quittes Dakar, tu vas jusqu'à Niamey ou Saint-N'Djamena. Des fois, tu vois que 2 stations qui mesurent ce qui se passe en haut. N'est-ce pas? Les sondes là qu'on envoie, il n'y en a que 2, Ouais. n'est-ce pas? Et ces 2-là, des fois, ne sont même pas intégrés sur nos modèles. C'est ça qui pose le problème. Il faudrait un réseau d'observation bien dense, bien étoffé. C'est comme si tu observais quelque chose et tu disais, voilà, vu la manière dont le vent est en train de circuler, il va aller là-bas. Mais il faut observer le vent pour savoir ça. Mais si tu dois même pour observer le vent, c'est un problème. Ça dit ta méthode de faire, n'est-ce pas, est un problème. Donc, les observations, les météos ont besoin des observations les plus fines pour prévoir. Donc, en Europe, tu vois, je ne parle même pas de ce radiosondage-là, mais je te parle seulement de radar. Ils ont tellement de radar, tellement de choses, et la prévision devient de plus en plus facile. Notre climat est plus difficile, de 1. Ok. De 2, ils ont beaucoup plus d'observations que nous pour avoir des prévisions. C'est pour cela, chez eux, quand ils prévoient en général, tout le monde dit que ça arrive. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont les observations. Aujourd'hui, chez nous, on a ce problème-là. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est inhérent même à la science. Il faut reconnaître que la science météorologique, il y a ce qu'on appelle des incertitudes.
Aujourd'hui, si on est dans la salle là, je donne un thermomètre à Dr Ali, je donne un thermomètre à l'autre, je vais me mesurer. Ils vont me donner des températures qui vont voir 2 chiffres après la virgule qui sont différents. Et tout ça, le modèle commence à le prendre et plusieurs jours après, il va commencer à donner des valeurs qui sont différentes. Maintenant, quelle est la valeur réelle? C'est ça le fond du problème. On a des approches, c'est vrai, pour minimiser ça. C'est pour cela nos prévisions, ce qu'on appelle des prévisions probabilistiques. Il y a des chances, si vous voulez, d'avoir. Et ça, les gens, maintenant, des fois, ils veulent savoir si c'est gris ou noir, etc. Et ça pose problème. C'est un problème qui est réel, mais aujourd'hui, la science est tellement développée. Et je suis sûr que ces dernières années, la météo de Togo, les prévisions sont beaucoup plus fiables que 10 ans avant. Vous êtes en train de rire? J'espère bien, en tout cas, ça le donne. Donc, il y a deux phénomènes. Un, il faut doter la météo des moyens nécessaires pour faire toutes les observations qu'il faut, pour bien comprendre le temps avant de passer. Ça, il n'y a pas de règles. Il faudrait que ça existe. La deuxième chose, c'est la science en tant que telle qui est un peu difficile. Il faut des ordinateurs très puissants pour faire le calcul. Imagine-toi l'atmosphère, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Donc, c'est ça. C'est pour cela qu'on appelle chez nous un effet qu'on appelle effet papillon. Ça veut dire quoi? Même un papillon qui bat ses ailes a un impact sur la prévision. Ah. Réfléchissez sur ça. Mais Ok. c'est terrible. Hein. Alors oui, docteur Okia, vous voulez ajouter quelque chose? Juste un petit élément aussi à rappeler. Alors j'ai commencé par dire que la météo, le climat, le temps n'avaient pas de frontières. Ce qui est important de faire, c'est la collaboration régionale et internationale. Parce que ce qui se passe ici dépend parfois de ce qui se passe dans le Pacifique, ce qui se passe ailleurs. Or, si on n'a pas d'informations qui viennent de là-bas, on a beau avoir les meilleurs outils sur place, on risque de manquer des situations. Et puis enfin, un élément aussi important, c'est peut-être nos systèmes d'éducation. On a parlé de sciences, mais aussi il faut qu'on ait des étudiants qui étudient des problématiques locales. Donc ça, c'est un élément important. Donc on a par exemple l'Agrimed qui est un centre de formation, ça remplit, ça permet de renforcer les capacités, mais il faut surtout penser à ça, les capacités. Alors l'innovation, c'est bien, mais il faut aussi qu'on ait les capacités humaines dans les pays pour essayer de traiter ces questions. D'accord. Et docteur Ali, est-ce que le phénomène de changement climatique aussi peut constituer une difficulté à vos actions? Merci pour cette question. D'abord, par rapport à cette confiance des prévisions, ça dépend aussi de la nature de la prévision. C'est beaucoup plus facile de prévoir des tendances globales que de prévoir des événements ponctuels. Oui. Par exemple, nous, dans le cadre du processus de prévision saisonnière, donc pour les pays du Golfe de Guinée, il y a aussi un autre forum qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, maintenant, les utilisateurs ils ont confiance à ces prévisions-là. Ça fait des années. Si on donne la tendance globale que la saison va être probablement humide, c'est-à-dire supérieure aux tendances moyennes, le plus souvent, c'est ce qui arrive. Voilà. Et on a suivi cela. Il y a eu des évaluations par les producteurs. On sait qu'ils ont plus confiance à ces informations-là. Par contre, si on veut dire à tel jour, quelle est la quantité de pluie qui va tomber, à quelle période, ça c'est un peu difficile. Donc, cette confiance, la précision dépend aussi de la nature des prévisions qu'on élabore. Et il y a le changement climatique qui vient encore complexifier cette incertitude-là, parce que nous savons que, par exemple, quand on établit des modèles de prévision qui sont basés sur des relations qui sont, par exemple, des relations historiques, avec le changement climatique, on sait que ces relations-là changent. Toute la statistique, la science des statistiques même, elle est le plus souvent basée sur des choses qui se répètent. Mais avec le changement climatique, on voit que c'est des choses nouvelles qui apparaissent. Et donc ça rend encore un peu plus difficile les prévisions et ça donne plus de travail aux scientifiques à davantage creuser pour pouvoir encore prendre en compte ces changements-là. Et puis la variabilité. La variabilité. Avant, au Sahel, je sais pas si vous vous rappelez, quand on dit qu'une année est sèche, en fait, on sait que l'année, globalement, elle va avoir moins de pluie. Oui. Si une année est humide aussi, il va avoir beaucoup plus de pluie. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Une année sèche, à l'intérieur de l'année sèche, il peut y avoir des événements extrêmes qui font que les gens vont être frappés par des inondations et ça complexifie. De la même manière pour les années humides aussi. Donc, ce sont des aspects qui vraiment rendent encore plus difficile l'interprétation de l'information de prévision et il faut davantage de données, comme les collègues l'ont dit. Il faut beaucoup de données
appuyer les services météo et les services hydrologiques qui sont les services qui collectent les données. Parce que ce n'est pas les centres globaux qui collectent les données. C'est à la base qu'on collecte les Oui. données d'observation. Il y a les satellites, certes, mais ça se complète. D'accord. Alors, docteur Isao, dites-nous, c'est vrai que tout à l'heure, docteur Ndiaye a lancé la petite pique, mais c'est vrai que, disons que ces dernières années, au niveau de la météo, quand même, lorsqu'on parle de prévision, bon, ça va. Quand la météo dit qu'il va pleuvoir, c'est que, bon, s'il ne pleut pas le matin, il va pleuvoir le soir. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que, bon, vous avez eu plus d'outils, on s'est mieux adapté, aux aléas, ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, comme vous êtes en train de le dire, c'est l'occasion, hein, je l'ai déjà dit, c'est l'occasion de saluer les efforts du gouvernement dans la modernisation de nos services météorologiques. Donc, sur un certain nombre de projets, le programme de résilience du système alimentaire, le projet FSRP, on a acquis vraiment des outils qui actuellement renforcent le traitement, la collecte, l'élaboration de l'information. Ce projet-là nous accompagne également dans la diffusion. Parce qu'on peut produire l'information, si cette information n'est pas diffusée, pour être utilisée, elle est inutile. Et si on ne l'utilise pas à temps aussi, elle devient caduque. De telle manière que l'information qui est là ne sert plus à rien. Donc, ces derniers moments, ces dernières années, vraiment, on a fait des efforts, surtout dans la communication, comme on est en train de le faire. Plusieurs fois, on est passé ici pour des émissions, on est Oui. passé sur le plateau pour le journal, pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Donc, comme Abdou Ali vient de le dire, la météorologie, c'est une science passionnante, très, très passionnante, mais c'est la science la plus complexe. La plus complexe dans ce sens que actuellement, dans le contexte des changements climatiques, la variabilité climatique est tellement accrue. Donc, c'est ce que nous avions vécu ces derniers mois au niveau de notre pays, le Togo, Oui. où on devra avoir l'harmattan à Mhm. Lomé, On n'a pas eu du mais tout. c'est des pluies localisées qu'on a pu enregistrer. Donc, c'est cette variabilité-là qui est attendue maintenant pour les années à venir. Cette variabilité sera accrue et ça va vraiment désorienter, dérégler toutes les activités des populations. Donc, c'est dans ce sens qu'il va falloir faire des efforts dans la modernisation de nos services météorologiques pour pouvoir prendre en compte cet enjeu-là. Alors, docteur Ali, je ne sais pas ce qu'il en est au Niger, mais lorsque ces phénomènes ou ces réactions-là arrivent, par exemple qu'on a des prévisions qui nous parlent de précipitations ou de sécheresse, et que ce soit l'inverse, alors vous, en tant que peut-être expert, quelle est votre réaction? Est-ce qu'on se dit: «Ah zut, on a raté» ou bien bon, enfin c'est la vie ou bien c'est la normalité? Ça peut arriver, hein. Mmh. Et c'est pour ça que mon collègue a parlé de probabilité. Sur 10 cas, si ça arrive 2 fois, on considère que C'est bon. on peut l'accepter. Mmh. Hein? Mais on ne veut pas que ça arrive le plus souvent. Voilà. Hein? On ne veut pas que, quand on dit qu'il va y avoir des précipitations, qu'il y ait le contraire. Mais ça arrive. Et je pense que pour gérer cette situation-là, la communication, elle est très, très importante. Et parce qu'il y a un aspect de ceux qui utilisent l'information météorologique qu'on appelle la gestion du risque. Et la gestion du risque est très importante. C'est-à-dire que je prends une décision sur la base de l'information qui m'a été fournie, Oui. mais je sais que cette information n'est pas 100% vraie. C'est-à-dire qu'il peut avoir que l'information ne se réalise pas 100%. Voilà. Donc, je prends un niveau de risque en m'engageant dans l'utilisation de l'information. Et je sais que, en moyenne, je vais tirer des bénéfices. Hein? Même s'il arrive qu'il y ait des ratés, mais globalement, si je continue dans cette tendance-là, hein, ça va être des bénéfices par rapport aux applications que j'ai à faire. Donc, ces aspects sont très importants. D'accord. Alors, docteur Okia, nous parlons de prévision météorologique et tout, mais peut-être que c'est l'occasion quand même de rappeler un peu l'importance de la météo dans le développement de tout pays. Oui, tout à fait. En fait, alors l'information météo, elle est, on va dire, climatique, elle est cruciale parce que si elle est utilisée ou bien si elle est fiable, elle est robuste, utilisée à bon escient, elle peut aider à la décision ou faciliter la décision.
Je prends par exemple dans l'action anticipatoire, je prends par exemple des ONG qui travaillent sur les migrations ou les camps de réfugiés. Ils attendent l'information climatique sur la saison pour savoir à quel moment ils déplacent leur camp, ils déplacent leur financement. Donc tout ça, c'est important pour des secteurs donnés. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que peut-être que c'est pas bien perçu du public, mais les sciences du climat, c'est des sciences où le mot incertitude a une part importante. Donc, Mhm. les météorologues, les climatologues vivent avec le mot incertitude, mais souvent, le public ne comprend pas. On pense que c'est oui ou non. Donc, on essaie de communiquer sur les incertitudes. Et les incertitudes, elles sont dues à plusieurs choses. Premièrement, on a dit que le réseau d'observation n'était pas assez détaillé, oui. Et il y a aussi la science qu'on n'a pas, parce que souvent, les outils de prévision météorologique développés par les grands pays, on va dire les centres mondiaux, Mm. ils ont été faits sur des régions, on va dire, aux États-Unis. Ils n'ont pas les phénomènes qu'on a. Oui. Donc, pour eux, ça marche, mais le reste du monde, c'est là où il faut qu'on fasse des choses. Donc, ça aussi, c'est des questions à prendre en compte. C'est pas qu'on justifie l'incertitude, mais on dit que l'incertitude, c'est important. On tend à la réduire, à la comprendre, mais elle est toujours là. Donc, ça, c'est des choses, vraiment, on essaie de faire de notre mieux. Et puis, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce dialogue permanent avec les décideurs pour essayer de voir, dans l'information qu'on fournit, comment ils peuvent l'absorber et puis comment ils peuvent prendre en compte les incertitudes que nous, on place dans nos analyses. Mhm. D'accord. Alors, docteur Ndiaye, en écoutant docteur Okia tout à l'heure, si vous devez faire peut-être une comparaison, parce que la question c'est de savoir, la météo a-t-elle la météorologie a-t-elle changé, a-t-elle évolué avec le temps? Il y a 10 ans, la météo, la météorologie, et puis là, aujourd'hui, en 2026, qu'est-ce qui a changé selon vous? Et beaucoup de choses ont changé sur la science de la météorologie en général. Nos méthodes d'observation aujourd'hui, il y a les satellites qui sont là. Et aujourd'hui, on a des drones qui veulent observer quelque chose quand il y a un phénomène. Il y a aujourd'hui ces outils puissants qu'on appelle les drones. Nos modèles météorologiques ont utilisé des statistiques qu'on essaie d'essayer. Voilà. Mais aujourd'hui, on a cet outil très puissant qu'on appelle l'intelligence artificielle qui te permet d'apprendre. Tu lui donnes toutes les données et c'est lui-même qui t'apprend, qui te dit que voilà quel est le bon modèle qu'il faut prendre. Ça a évolué. Aujourd'hui, les ordinateurs, la capacité de calculer est énorme. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin, si tu n'as pas des capacités qu'il faut, il te faut l'Internet simplement te connecter et voir ce qui se passe ailleurs. Et utiliser un ordinateur qui est dans un autre pays du monde, dans l'autre bout du monde. Aujourd'hui, avec le web, on peut regarder tous les pays environnants et voir ce qui se passe. Donc, il y a toute cette évolution-là dans la météo. La science en tant que telle a évolué beaucoup. Et aujourd'hui, il y a un gain, une recrudescence. C'est vrai que des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec les impacts que la météo fait, avec toutes ces inondations aujourd'hui, toutes ces vagues de chaleur, les gens commencent à prêter attention à la météo, Oui, à nous prêter attention, à montrer que beaucoup. ce secteur est important. Autant on pensait que la météo, c'est peut-être, je ne sais pas quoi, je ne vais rien dire, mais aujourd'hui, les gens pensent que c'est lié au développement. C'est un secteur Oui. clé. Quand tu vas aux États-Unis, maintenant, c'est au département de commerce. Où est la météo? L'Angleterre, quelques années après, c'était au militaire. Aujourd'hui, les Africains pensent qu'il faut mettre ça sous risque de catastrophe parce qu'il y a une question maintenant Oui. de sécurité qui se passe. Donc, il y a ce développement, cet engouement de la météorologie. On a plusieurs données et il y a des intérêts maintenant aujourd'hui. Il y a plusieurs écoles qui sont en train de se créer. Aujourd'hui, on a beaucoup de docteurs. C'est ici qu'il faut voir ça. Voilà, Il y a plus de docteurs parce qu'il n'y en là-dedans. a que des 10 ans docteurs. Oui. avant, les docteurs, quand on les entend, c'est un médecin, c'est tout, quand on Oui. dit médecin. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Donc toutes ces choses-là ont changé. Et je pense que l'Afrique a une force formidable. Mhm. On a une jeunesse qui est là, qui veut en savoir. Oui. Avec aujourd'hui les réseaux sociaux, les gens veulent apprendre quelque chose de nouveau. Donc il faudrait qu'on profite de ça pour les former, pour les utiliser de manière positive dans ça. Malheureusement, bon, c'est le football, c'est autre chose. Mais on Oui, essaie de faire le maximum. mais cette émission, c'est l'occasion quand même de donner envie à la jeunesse de s'intéresser à la Oui, la science. météo est très, très passionnante pour les... Je parle maintenant de la jeunesse, est très passionnante à regarder. Il y a plusieurs challenges. Quand Abdou Ali disait que oui, quand ça ne marche, quand tu poses la question, ça ne marche pas. Mais moi, en tant que chercheur, quand ça marche, là, c'est intéressant. De se dire, voilà, on a fait la prévision, on savait que ça devait marcher. Voilà. Et automatiquement, j'ai dit, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Voilà, Maintenant, c'est on va pourquoi chercher on va encore. chercher maintenant. Et on va faire d'autres expériences, etc. Donc, c'est tellement passionnant pour les jeunes. Je pense que maintenant, et tous les domaines ont besoin de la météo aujourd'hui. Tous les domaines aujourd'hui. Aujourd'hui, l'agriculture qui se fait de pointe, c'est de programmer tout par rapport à la météo. L'arrosage, goutte à goutte, on le fait quand? On regarde la température, on regarde l'ensoleillement, on calcule des choses assez complexes pour voir quand est-ce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, il y a des maladies qui sont liées à la météo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'allergies, supposons.
il y a des alertes qui font. Pour dire qu'il y a tellement de population, il ne faut pas entrer. Il y a des villes aujourd'hui en Chine, on interdit certaines voitures aujourd'hui de circuler parce qu'il y a tellement de pollution, on arrête les choses. Aujourd'hui, avant-hier, vous avez vu à New York, la plus grande ville du Oui. monde, on a fermé à cause de la météo. Le maire est sorti pour dire qu'on déclare ce jour-là, vraiment, il faudrait fermer. Donc, toute cette passion-là, c'est nos jeunes qui sont nos ressources. C'est pas avoir les, je sais pas, c'est les jeunes qui ont cette ambition de pouvoir faire. Et aujourd'hui, avec l'Internet, on peut être chez soi et travailler et faire des codes, etc. Donc, on les appelle à venir s'intéresser aux sciences de la météo, qui est vraiment formidable aujourd'hui et qui est de pointe. Voilà, merci beaucoup pour la publicité hein, pour Ah la oui, météorologie. Alors, docteur Issa, vous voulez ajouter quelque oui, chose? il faut le dire, Mm. hein, donc on vient de Votre micro. l'évoquer. Mm. On vient de l'évoquer, la complicité. Malgré cette évolution en matière d'outils, en matière de perfection, en matière d'expertise, la complicité de la Dame Nature est toujours là. Oui. Voilà, les grands pays nantis, ces derniers moments, c'est des inondations qu'ils ont enregistrées. Donc c'est pour dire que voilà, quand nous sommes dans ce contexte-là de changement climatique, il va falloir vraiment en tenir compte. Il va falloir en tenir compte dans toutes les activités que on doit faire pour pouvoir faire le développement de notre pays. Donc, au niveau de notre service, comme on vient de le dire, c'est tout usagé, hein, tout de toute nature qui viennent à notre niveau pour pouvoir solliciter des informations. Actuellement, tu veux faire monter un projet dans une localité, tu n'intègres pas une ligne d'études sur le climat, le projet ne sera jamais bancable. Les partenaires techniques et financiers sont tellement regardants dans ce sens-là, et surtout les assureurs, pour pouvoir essayer de limiter au maximum les conséquences néfastes qu'induisent vraiment ces phénomènes extrêmes dont Dr Ali vient de parler. Et Dr Issao, tout à l'heure, Dr Ndiaye a évoqué le fait que l'IA s'est invitée également dans la météorologie. Au niveau du Togo aussi, vous utilisez l'IA? Au niveau du Togo, pas encore, mais on est en train de l'envisager parce que la dernière fois, j'en discutais avec les experts quand ils étaient venus à notre direction pour la visite. On pensait en l'ancienne méthode, c'est-à-dire l'acquisition des supercalculateurs qui sont actuellement très gourmands en matière de données, alors que les données, pour injecter de l'argent, pour densifier le réseau, c'est encore plus cher. Donc, on est en train d'envisager l'utilisation de l'IA qui a fait bonne marque et bonne expérience dans d'autres pays. Tout dernièrement, on était au Tchad et puis Malawi a présenté, nous a fait le partage d'expérience de l'utilisation de l'IA par rapport à leur superficie. Donc, on est en train d'envisager, voir comment est-ce qu'ils ont passé pour le faire, et nous allons implémenter cela ici au niveau de notre pays, le Togo, sous le couvert de notre organisation météorologique mondiale. Merci beaucoup, tout à fait. Je voulais justement poser la question à Dr Okia. Est-ce que l'organisation, disons, incite quand même les différents pays à aller vers l'intégration de l'intelligence artificielle? Oui, en fait, c'est l'un si vous voulez, des nouveaux chantiers. Donc, il y a une grosse demande de plusieurs pays à travers le monde, les services météo, les centres climatiques tels que l'ACMAD ou l'Agrimet, pour mieux comprendre l'usage et les applications de l'IA au quotidien. Parce que ce qu'il faut noter avec l'IA, c'est que c'est vraiment un outil très puissant, mais il faut le comprendre. Donc, ce qu'on évite aussi, ce que beaucoup de pays demandent, c'est d'être sûr qu'ils ne soient pas juste utilisés comme utilisateurs d'IA, mais peuvent aussi contribuer, parce qu'il y a un problème de souveraineté derrière. Il y a plein de questions d'éthique derrière, mais vraiment, c'est la tendance. Alors, nous, au niveau de l'Organisation météorologique mondiale, on organise toutes les 2 semaines des webinaires, des ateliers où il y a toute la planète qui suit l'IA. Et sur ma connaissance, les prochains invités, c'est l'Agrimet qu'on va inviter pour venir présenter ce qu'ils font. En fait, ça permet un partage d'expérience à travers le monde. Alors, mais c'est vraiment la voie à suivre parce que, ça va coûter moins cher. Et puis, ça peut aussi nous résoudre des problèmes d'infrastructure. Comme le directeur a dit, souvent, les gros supercalculateurs, c'est des millions d'euros.
Est-ce que c'est là où il faut mettre de l'argent? Il y a plein de questions qu'on pourrait se poser. Donc, si l'IA peut nous aider. Et au passage, je signale aussi que les prévisions que vous avez eues aujourd'hui lors du forum, une partie est combinée avec de l'IA. Donc, déjà, c'est pour montrer que dans la Voilà. région, on a de l'IA. Mhm. Alors, chers invités, merci d'être passés sur ce plateau. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission qui nous permet ou qui nous a permis de découvrir les prévisions pour la saison à venir, la grande saison des pluies pour la zone du golfe de Guinée. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire un tour de plateau, histoire de recueillir vos mots de fin, vos messages, peut-être, bon, il n'y a pas de coup de gueule quand même, mais quand même des appels à lancer aux populations ou aux décideurs. Alors, docteur Okia, nous allons commencer avec vous, si vous avez un mot de fin ce soir. Alors oui, merci. Pour moi, le mot, c'est d'abord, je vais remercier les décideurs, parce que sans eux, on ne serait pas là, on ne serait pas météorologue. Mais surtout, je voudrais aussi inciter nos décideurs à ne pas oublier que c'est leur investissement qui est important pour développer, renforcer les capacités de nos services météo. Ouais. Donc, ne pas abandonner, continuer à supporter les services, celui du directeur, parce que, en fait, c'est ça qui fait que, comme je vous ai dit, la météo n'a pas de frontières. Si la météo du Togo est capable, c'est toute la planète qui en bénéficie, et vice-versa. Merci beaucoup, docteur Wilfran Moufouma Okia. Je rappelle donc que vous êtes le représentant de l'Organisation météorologique mondiale, chef de la division des services de prédiction climatique. Alors, docteur Ndiaye, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est les connaissances locales, les connaissances traditionnelles qui existent, qui est quelque chose qui est là avéré en Afrique et malheureusement que les Africains n'utilisent pas beaucoup. Je pense que nous tous on va vers la science moderne, c'est pour cela les jeunes, la connaissance. Et malheureusement, les vieux qui connaissaient ça sont en train de disparaître, etc. Et je vais terminer par une anecdote. J'étais à la météo du Sénégal et j'aimais bien aller chez les paysans, discuter avec eux. Et nous, on sait, nous tous, qu'un des challenges, comme vous l'avez souligné d'ailleurs, c'est que l'incertitude, n'est-ce pas? Parce que quand tu donnes à quelqu'un une information, tu reviendras le voir l'année prochaine, n'est-ce pas? Et tu veux vraiment que l'information soit juste. Donc, tu essaies de mettre dans sa tête que l'information a des probabilités, il y a des chances que ça n'aille pas. Et je prenais du temps à expliquer cela parce qu'il fallait les convaincre, etc. Il y avait un vieux qui était derrière. Il lève la main, il m'appelle Ndiaye. J'ai dit oui. Il me dit que seul Dieu connaît les choses à 100%. Il faut prendre les choses simples. Voilà. Donc, il y a toujours de l'incertitude. Voilà, donc ne vous mettez pas trop de pression. Voilà. Merci beaucoup, docteur Ndiaye, docteur Ousmane Ndiaye. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général du Centre africain des applications météorologiques au développement, ACMAD. Docteur Ali, votre mot de fin. Merci. Donc, mon mot de fin pour ajouter à ce que les collègues ont dit, des éléments très importants qu'ils ont soulignés, et pour dire que nous devons vraiment profiter de l'opportunité des nouvelles technologies qui s'offrent à nous aujourd'hui. On fait face à beaucoup de défis, mais également il y a des opportunités. Oui. Donc, un des obstacles face à ces opportunités-là, ce sont les capacités. Quand nos pays n'ont pas suffisamment de capacités, par exemple, on a parlé de l'utilisation de l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres nouvelles méthodes qui peuvent aider les pays. Et les questions d'avoir des capacités suffisamment fortes au niveau de nos pays est une donnée très importante. Et donc, pour conclure, je voulais vraiment réaffirmer, parce que nous sommes des centres régionaux. On est au niveau régional. Notre mission première, c'est d'appuyer les pays à avoir les capacités qu'il faut. C'est de les accompagner à avoir les outils qu'il faut. Donc, je termine pour réaffirmer cet engagement-là de nos centres régionaux, à continuer à appuyer et à travailler avec les pays pour qu'on puisse véritablement être à jour par rapport aux méthodes, aux outils et prendre le maximum d'avantages de ces opportunités-là. Voilà. Merci beaucoup, docteur Abdou Ali, d'être le représentant du directeur général du centre Agrimet, chef du département climat eau météorologie, expert hydroclimatologue principal. Docteur Issa, nous terminons avec vous. Merci Anita. Tout d'abord, je remercie la chaîne mère, la télévision togolaise, qui de tout temps nous permet de pouvoir discuter et puis mettre à la disposition de nos utilisateurs toutes nos informations. Donc ensuite, c'est remercier la disponibilité des experts ici présents qui ont pu, depuis leur pays, programmer venir à Lomé pour ce forum de très haut niveau
qui a vraiment répondu à ses promesses et que nous saluons. Et nous les souhaitons un bon retour. Donc, auprès de nos utilisateurs, c'est vraiment les inciter tout le monde de pouvoir prendre en considération l'information météorologique. Dans le contexte actuel des changements climatiques, sans avoir l'information météorologique, toutes vos activités sont mises en genoux. Donc, il va falloir que tout le monde, pour se développer, pour un développement durable, se fier vraiment à l'information météorologique qui devient un denrée au niveau de nos activités. Voilà, encore une fois, merci beaucoup la TVT. Merci beaucoup, Dr Latifou Issaou, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation météorologique mondiale. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Une chose est claire, les prévisions météorologiques sont là, elles ont été diffusées pour la zone du golfe de Guinée, mais il faudra également conjuguer avec Dame Nature et ses caprices. Une chose est sûre, ces prévisions sont plus qu'indispensables. On l'a tous compris, c'est le climat qui dicte nos actions et notre comportement. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.